Bonjour chers élèves, on continue notre cours concernant les SVT pour les deuxièmes bacs scientifiques, information génétique et génie génétique concernant le deuxième chapitre, le génie génétique. Et on va chercher la problématique. Le génie génétique est un ensemble de techniques permettant la manipulation des gènes et leur transfert dans de nouveaux organismes animaux, végétaux ou micro-organismes. Les organismes ainsi traités sont appelés organismes génétiquement modifiés ou OGM, ou encore organismes transgéniques. En modifiant le matériel héréditaire des êtres vivants, le génie génétique permet de produire des organismes mieux adaptés aux besoins humains, des colibacilles capables de synthétiser de l'ovalbumine, de l'insuline ou de l'hormone de croissance, des animaux des végétaux transgéniques plus productifs, des plantes qui tuent les insectes, des souris fluorescentes, etc. Donc d'après ce texte, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Comment obtenir un OGM intéressant? Quelles sont les techniques du génie génétique? Quels sont les outils utilisés par le génie génétique? Quels sont les objectifs du génie génétique? Posez une définition concernant le génie génétique. Le génie génétique est une discipline scientifique qui se concentre sur l'utilisation de la biotechnologie pour modifier l'ADN d'un organisme vivant, c'est-à-dire son matériel génétique en général. Cette discipline permet aux scientifiques de modifier des gènes pour créer des organismes qui peuvent produire des produits utiles ou des caractéristiques souhaitées. Le génie génétique est utilisé pour modifier des caractéristiques des plantes et des animaux, ce qui permet aux agriculteurs de créer des variétés plus productives et plus résistantes aux maladies. Il est également utilisé pour développer des médicaments plus efficaces et des traitements contre les maladies génétiques. Dans ce cas, l'élève sera capable d'identifier les objectifs du génie génétique, de décrire les techniques du génie génétique et d'identifier les outils du génie génétique. Premier problème, vous vous rappelez qu'on a expliqué les résultats de Griffith, la transformation bactérienne, chapitre 1, nature de l'information génétique. Par le transfert de gène pneumocoque S qui était mort au pneumocoque R vivant, ce qui lui a permis de synthétiser la paroi bactérienne pour devenir S vivant. Cette transgenèse a été réalisée naturellement, sans l'intervention de l'homme, c'est une transgenèse naturelle. On peut se poser la question, comment une transgenèse naturelle est-elle possible et quels sont les acteurs? La première activité, étude d'un cas de transgenèse naturelle. Concernant le galet du collet. C'est une sorte de tumeur qui affecte le bas de la tige, c'est-à-dire le collet, ou les racines de certaines plantes dicotylédones, lorsqu'ils sont blessés, libèrent des substances phénoliques attirant certaines bactéries du sol, bactéries à plasmides. À la suite de ce contact, ces cellules végétales se multiplient de manière importante, donnent naissance à une formation tumorale et produisent des composés chimiques particuliers dans le milieu. Les opines présentent que les bactéries présentes près de la gale dans le sol utilisent comme source d'azote, mais aussi de carbone et d'énergie. Pour comprendre la cause de la gale du collet et sa relation avec la bactérie, des chercheurs ont réalisé les expériences suivantes. A, B, C, D, E, F. L'Américain Smith, 1907, a isolé une bactérie appelée Agrobacterium tumefaciens, comme abréviation AT, de la tumeur et l'a injectée dans une plaie faite une plante saine, ce qui a conduit à l'apparition de la tumeur. B. En 1942, les chercheurs américains, parmi eux Brown, met en culture dans une boîte de pétri des cellules de la gale en absence du AT, c'est-à-dire Agrobacterium tumefaciens, et a constaté que ces cellules se multiplient rapidement contrairement aux cellules saines.
1960, les chercheurs français Goldman et Lioré ont découvert la production exclusive de substances par les cellules tumorales appelées opines et qui sont des protéines nécessaires à la prolifération et à la croissance des bactéries à T, alors que les cellules saines sont incapables de les produire. D'autres chercheurs ont découvert deux types de bactéries AT pathogènes et qu'ils ont nommés A et B. Le type A, sensible à la température 37 degrés, est produit de la nopaline, tandis que le type B, sensible à l'antibiotique X, est produit de l'octopine. La culture des bactéries A à une température 37 degrés donne des bactéries A1 et le document 1 résume la suite de l'expérience. On a injecté dans les cellules d'une plante saine les bactéries A1 résistantes à l'antibiotique X et les bactéries B sensibles à l'antibiotique. Le document 2 montre les résultats obtenus après écrasement de la tumeur sur une lame de verre contenant l'antibiotique. En 1973, le chercheur belge Schnell a révélé la présence d'un ADN circulaire qu'il a nommé le plasmide à l'intérieur de la bactérie Agrobacterium tumefaciens et l'a appelé TI, et suppose que ce plasmide seul contenait l'agent pathogène. En 1976, Schnell et ses collaborateurs ont révélé la présence du gène responsable de la synthèse des opines au niveau du plasmide TI. F. Le chercheur américain Nestor et ses assistants ont découvert en 1977 la présence d'un matériel génétique d'origine bactérienne faisant partie du programme génétique des cellules végétales infectées par la gale et qui fait partie du plasmide TI et l'a appelé ADNT. Donc, le plasmide contenant les gènes pathogènes responsables de la tumeur, du gale et du collet, et là, il a appelé cette partie ADNT. Comme question, en exploitant le document, montrer quelle est la cause de la gale du collet, quelles sont les transformations subies par les cellules végétales infectées par AT, décrire les bactéries obtenues dans l'expérience D et les nommer, déterminer le rôle du plasmide, que peut-on déduire de l'expérience F, et en se basant sur toutes ces données, écrire un résumé expliquant l'apparition de la gale du collet en vous aidant des schémas. Bien sûr, arrêtez la vidéo pour répondre à ces questions en vous aidant de ces documents et après redémarrer la vidéo pour continuer votre cours. Alors si on cherche la première réponse, quelle est la cause de la gale du collet? Donc d'après l'expérience qu'on a ici, il a injecté l'Agrobacterium tumefaciens à une plante saine et il a conduit à l'apparition de la tumeur. Donc on peut supposer que la bactérie AT est la responsable de l'apparition de la tumeur. Donc l'apparition de la gale du collet est due à l'introduction de la bactérie AT. Deuxième question, quelles sont les transformations observées? L'introduction de la bactérie AT dans la cellule du tabac lui a fait acquérir deux transformations, deux nouveaux caractères, la capacité de se multiplier rapidement, d'où la tumeur, c'est-à-dire le gale de collet, et la capacité de produire des protéines bactériennes, des opines, nécessaires à la prolifération et multiplication des bactéries. Car on a vu ici que les cellules saines sont incapables de synthétiser ces opines. Par contre, les cellules tumorales sont capables de synthétiser les opines. Donc, ils ont acquis le deuxième caractère. Décrire les bactéries obtenues. Alors ici, on a trois types de bactéries. La bactérie ici, elle n'a pas de plasmide. Celle-ci, elle a un plasmide et celle-ci, elle a un plasmide. Par contre, celle-ci, elle est saine. Celle-ci, elle est saine, mais celle-ci, elle est détruite. Or, on sait que lorsqu'on a fait bouillir la bactérie AT, elle a perdu son plasmide. Donc, celle qui a perdu son plasmide, c'est celle-ci. Donc, elle ne peut pas entraîner l'apparition du galet, de la tumeur. Par contre, la bactérie A1, elle n'a pas de plasmide, c'est celle-ci. La bactérie qu'on a injectée avec un plasmide, elle est sensible à l'antibiotique, donc elle a été détruite. Par contre, celle-ci, elle reste saine, donc ce n'est pas la bactérie qui est sensible à l'antibiotique. Alors, d'où provient cette bactérie? C'est pour ça qu'on vous demande de décrire les bactéries obtenues dans l'expérience D et les nommer.
L'expérience D montre que la température élimine le plasmide de la bactérie pathogène A, sensible à la température, qui devient non pathogène. La bactérie 1 et la bactérie A1 sont plasmides et résistantes à l'antibiotique, donc reste vivante et non pathogène. Donc elle reste vivante mais elle n'est pas pathogène, donc elle n'est pas responsable de l'apparition de la tumeur. La bactérie 3, qui est la bactérie B avec plasmide, est sensible à l'antibiotique, donc elle meurt. Voilà. Par contre, la bactérie 2 est la bactérie A1 avec plasmide. Or, on sait que la bactérie A1 est sans plasmide, mais elle a ici un plasmide. Donc ce plasmide, c'est bactérie B, et c'est pourquoi elle est résistante à l'antibiotique X. Donc la présence de cette nouvelle bactérie pathogène et résistante à l'antibiotique montre que c'est une bactérie dont le génome a été modifié. Et on parle de bactéries génétiquement modifiées, c'est-à-dire que la bactérie B, qui était résistante à l'antibiotique, a pris le plasmide de la bactérie qui est sensible à l'antibiotique. Déterminer le rôle du plasmide. D'après l'expérience, E montre que l'ADN circulaire de la bactérie appelée plasmide joue le rôle de vecteur et responsable des modifications observées précédemment. Que peut-on déduire de l'expérience F? L'expérience F montre que les gènes responsables des transformations observées sont portés par le plasmide dans la partie appelée ADN T. Donc cette partie-là qui est responsable des nouveaux caractères qu'a obtenu cette cellule de la plante. Donc un caractère concernant la multiplication intense, c'est pourquoi on a eu la tumeur, et ce gène-là responsable de la synthèse des opines, c'est-à-dire les protéines nécessaires à la multiplication des bactéries. 6. On vous demande d'écrire un résumé. Alors, dans certaines conditions climatiques, les bactéries AT qui se trouvent dans le sol introduisent leur plasmide qui porte les gènes pathogènes dans les cellules décollées d'un végétal. L'expression de ces gènes confère aux cellules végétales de nouveaux caractères, la multiplication rapide de ces cellules et la production des opines, protéines nécessaires à la prolifération des bactéries. Ces modifications se traduisent par l'apparition de la tumeur Gall du collet. Donc la transgenèse naturelle permet de déterminer le principe du génie génétique qui se base toujours sur la relation gène-protéine-caractère. Tout changement du matériel génétique induit le changement de la nature de la protéine synthétisée et ainsi la modification des caractères correspondants. Problème numéro 2. Le transfert d'un gène d'un organisme donneur à un organisme receveur exige un ensemble d'outils et techniques permettant de couper, d'isoler, d'intégrer le gène d'intérêt dans le programme génétique de l'organisme receveur. Donc, comme question, quels sont ces outils et techniques utilisés en génie génétique? D'où le problème, comment obtenir un OGM, étapes et techniques. Et on va chercher comme première activité quelles sont les étapes. On a ici deux documents A et B qu'on va bien sûr analyser. Résumé de la manipulation génétique. En 1979, 3 équipes de chercheurs en génie génétique formées d'Américains et de Français ont réussi à insérer le gène de l'hormone de croissance humaine dans l'ADN de colibacille, c'est-à-dire une bactérie. Ils ont prélevé l'ARN M correspondant à la synthèse de cette hormone à partir de cellules de l'hypophyse humaine. À partir de cet ARN, ils ont pu obtenir la synthèse d'une copie de l'ADN du gène de l'hormone de croissance. Cette copie du gène ou ADN-C a été greffée dans l'ADN de colibacille. Les bactéries transformées sont cultivées pour activer leur multiplication. Les gènes étrangers s'expriment dans les cellules hôtes par la synthèse de la protéine qui est l'hormone de croissance humaine. Mais les colibacilles ne sont pas des cellules sécrétrices comme les cellules hypophysaires. C'est pourquoi on utilise une technique particulière pour expulser l'hormone de croissance synthétisée en dehors de ces cellules cultivées. Les principales étapes de la production des protéines humaines par un colibacille. La production de l'insuline ou de l'hormone de croissance humaine par le colibacille génétiquement modifié comporte 5 étapes qui sont indiquées ci-dessous mais en désordre. Introduire le gène codant dans le génome
ou l'ADN de la colibacille, faire exprimer le gène dans la cellule hôte transformée et récolter la protéine synthétisée, obtenir in vitro le gène impliqué dans la synthèse de la protéine visée, c'est le gène codant, cloner des colibacilles transformées, ce qui correspond au clonage du gène, repérer les colibacilles transformées portant le gène étranger, ce qui est le gène d'intérêt. Comme question, d'après le document A, indiquer comment on peut obtenir le gène de l'hormone de croissance, préciser les différentes étapes de génétique qui ont permis de reproduire génétiquement les colibacilles et de récolter l'hormone de croissance à partir de ces bactéries transformées, et à partir du document B, déterminer l'ordre chronologique des étapes de génie génétique en écrivant dans les cases correspondantes à chaque étape la lettre qui convient. Donc comme toujours, arrêtez la vidéo pour chercher vos réponses vous-même. Alors, d'après le document A, indiquez comment on peut obtenir le gène de l'hormone de croissance. Comme vous l'avez constaté, d'après le document A, on peut obtenir le gène de l'hormone de croissance à partir des cellules hypophysaires humaines, soit sous forme d'ADN, c'est-à-dire le gène, soit sous forme d'ARN M, qui, grâce à la réplication reverse, on peut avoir le gène sous forme d'ADN C. C'est-à-dire ici, on a la synthèse d'une copie d'ADN du gène de l'hormone de croissance. Cette copie du gène où ADN-C a été greffé. Précisez les différentes étapes. Donc, après avoir eu le gène d'intérêt, on l'introduit dans l'ADN de la colibacille, on cultive les colibacilles ainsi modifiées et leur multiplication permet l'expression du gène pour synthétiser l'hormone de croissance. Par des méthodes particulières, on extrait cette hormone des bactéries. Deuxième question, on demande de donner l'ordre chronologique de ces étapes qui ont été en désordre. Donc, d'après le document, la première chose à faire, c'est bien sûr d'obtenir le gène. Après, bien sûr, on le donne à une cellule hôte, etc. Donc, comme ordre chronologique, on a C, A, introduire, E, repérer les colibacilles transformées, D, cloner ces colibacilles, et B, faire exprimer le gène d'intérêt. Donc, puisqu'on sait maintenant qu'il y a 5 étapes, on va bien sûr étudier ces étapes isolément. Étude des étapes et outils. L'étape 1, ou l'étape 1. Comment peut-on obtenir le gène codant pour la protéine d'intérêt? La première étape consiste donc à extraire l'ADN contenu dans des cellules ou des tissus. L'extraction d'ADN peut se faire selon différentes méthodes qui comprennent et généralement les étapes suivantes. Le document suivant présente les techniques utilisées pour identifier et isoler un gène in vitro, document A1, et certains outils utilisés, document 1B. Donc, vous voyez ici les étapes pour extraire le gène, et là, bien sûr, les outils qu'on peut utiliser. Comme question, décrivez les deux techniques utilisées pour obtenir le gène, et nommez les outils utilisés dans cette étape et déterminez leur rôle. Donc, on a ici la cellule mère, dont on va extraire le gène d'intérêt, soit à partir de son ADN, soit à partir de son ARN M. Donc, si on prend l'ARN M, on doit bien sûr le transformer en ADN C par une transcription reverse. Et cet ADN C, c'est lui qui va représenter le gène qu'on a ici. Donc, le gène à transférer. Par contre, dans ce cas, lorsqu'on a l'ADN est une grande molécule. Bien sûr, on doit la découper en morceaux, c'est-à-dire en gènes. Pour découper ADN en morceaux en gènes, on utilise des enzymes qu'on appelle enzymes de restriction et qui sont bien sûr très différents les uns des autres et chacun a un rôle ou une façon de couper l'ADN. Donc cet ADN ou ces morceaux d'ADN, c'est-à-dire les gènes, on doit bien sûr chercher quel est le gène d'intérêt. Et cela, bien sûr, on va faire un repérage des gènes grâce à une sonde radioactive. Et enfin, on va avoir l'ADN à transférer.
Donc, pour obtenir le gène sous forme pure, on utilise deux méthodes, soit à partir de l'ADN, soit à partir de l'ARNM. Donc, soit à partir de l'ADN chromosomique, dans ce cas, l'ADN est extrait des cellules puis fragmenté grâce à des enzymes de restriction spécifiques. Enzymes de restriction sont des enzymes qui hydrolysent des séquences particulières de l'ADN. Elles ont initialement été trouvées dans des bactéries, moyen de défense contre les phages, c'est-à-dire les virus. Le nom de chaque enzyme de restriction a été donné en fonction de la cellule bactérienne dans laquelle elles ont été trouvées. Elles peuvent couper en faisant des extrémités franches, enfin même taille d'ADN sur chaque bras, ou des extrémités cohésives, 5' sortantes et 3' entrantes. Remarquez ici, 5' sortantes et 3' entrantes, soit cohésives. Voilà, bon, ce qu'on appelle des extrémités franches. On a ici l'ADN, grâce à cette enzyme EcoRV, il coupe directement cet ADN à ce niveau-là pour donner deux extrémités qui sont franches. Par contre ici, les extrémités ne sont pas franches, il y a avancée de 5' et retrait de 3'. Donc le gène a transféré et ensuite repéré grâce à une sonde moléculaire. Alors une sonde moléculaire. Une sonde nucléotidique est un segment de nucléotide qui permet de rechercher de manière spécifique un fragment d'acide nucléique que l'on désire étudier. Cette réaction sonde-fragment correspond à une réaction d'hybridation moléculaire. Une sonde nucléotidique peut être une séquence d'ADN ou d'ARN, mais obligatoirement monobrin. Sa taille est très variable, oligonucléotides, de nucléotides ou à l'opposé de plusieurs centaines de nucléotides. La sonde est complémentaire et antiparallèle du fragment recherché. Dans un mélange complexe où s'effectue l'hybridation moléculaire, la sonde doit être facilement repérable grâce à un marquage avec un radioisotope. C'est-à-dire elle doit être radioactive. Donc voilà une séquence d'ADN. L'ADN va être dénaturé pour séparer les deux brins et on va ajouter une sonde radioactive qui va bien sûr s'associer à l'un des deux brins. Et celui qui est radioactif, c'est le brin recherché. La deuxième méthode pour avoir le gène, soit à partir de l'ARN, qui correspond au polypeptide dont la synthèse est gouvernée par le gène recherché. Dans ce cas, on synthétise une copie de l'ADN, c'est-à-dire l'ADN-C, à partir de l'ARN-M, en utilisant une enzyme appelée la transcriptase reverse d'origine virale. Donc l'ADN complémentaire, on prépare un ARN, puis par transcription inverse, on repasse à l'ADN double brin. Chez les prokaryotes, il y a très peu d'ADN non codants. Chez les eucaryotes, on a des exons codants, mais également des introns. Séquence non codante. Il faut donc supprimer les parties non codantes par un mécanisme d'épaissage et maturation, voir chapitre 1, expression génétique. Pour réaliser la transcription inverse, on utilise des transcriptases inverses, c'est-à-dire ADN polymérase dépendante de l'ARN. On obtient une copie de l'ARN en ADN. On obtient un hybride ARN-ADN et on se débarrasse de l'ARN avec traitement par une ARNase H et resynthétise un ADN-C à l'aide d'ADN polymérase. Nécessite des amorces faites par des fragments d'ARN digérés et nucléotides. Donc voilà un exemple. On a le brin d'ARN-M, on fait une copie, c'est-à-dire on a l'ADN-C complémentaire, puis on enlève, c'est-à-dire on élimine l'ARN-M et on fait une resynthèse de l'autre brin de l'ADN, enfin de l'ADN pour avoir ce qu'on appelle l'ADN-C à double brin qui va représenter le gène d'intérêt. Donc c'est ça, ce sont les deux méthodes pour avoir le gène d'intérêt. Si on veut nommer les outils utilisés dans cette étape. Donc les outils utilisés pour isoler le gène d'intérêt sont les enzymes de restriction, enzyme d'origine bactérienne qui permet de couper l'ADN au niveau de certaines séquences bien définies. On connaît aujourd'hui 500 enzymes de restriction différentes. Grâce à ces enzymes, un chromosome est découpé en 200 000 à 1 million de fragments d'ADN double brin. On a besoin aussi de la transcriptase reverse, enzyme d'origine virale qui permet d'obtenir un brin d'ADN à partir d'un brin d'ARN-M. Et on a besoin aussi de la sonde moléculaire radioactive
que bien sûr les chercheurs peuvent synthétiser, séquence de nucléotides permettant après marquage radioactif d'un atome qui entre la composition des nucléotides de repérer dans l'ADN une séquence de nucléotides complémentaire avec laquelle elle s'hybride. L'ADN extrait d'un échantillon de cellules est fragmenté par des enzymes de sélection. Les fragments d'ADN sont séparés par électrophorèse. Ces fragments migrent différemment dans un champ électrique. Les fragments d'ADN séparés sont incubés sur un filtre de nitrocellulose en présence de sondes radioactives, c'est-à-dire en présence d'ADN radioactif complémentaire à l'ADN du gène recherché. L'ADN de la sonde va s'hybrider, se fixer selon le principe de la complémentarité de base avec l'ADN du gène recherché. L'autoradiographie permet de repérer l'ADN radioactif hybride, donc de repérer le gène recherché. L'utilisation de la sonde dans ce cas est comparée à la pêche à l'hameçon. La deuxième étape. Comment greffer un gène étranger, c'est-à-dire le gène d'intérêt, dans le génome de la cellule hôte, bactérie, c'est-à-dire la colibacille. Il y a plusieurs méthodes pour introduire un gène dans une cellule. Utilisation d'un vecteur naturel tel que le plasmide ou l'ADN viral. C'est la technique la plus couramment utilisée. Le vecteur le plus souvent utilisé est un plasmide, une molécule d'ADN circulaire distincte du chromosome qui est ouvert grâce à une enzyme de restriction, c'est-à-dire les ciseaux moléculaires. L'insertion du gène à transférer dans le vecteur se fait grâce à une autre enzyme appelée la ligase, enzyme qui active la liaison entre deux molécules d'ADN, colle moléculaire. Le résultat de cette étape est l'obtention des molécules d'ADN recombinées. La cellule hôte la plus utilisée pour recevoir l'ADN recombiné est une bactérie, en général Escherichia coli. Elle est choisie car elle est facile à se procurer, à cultiver et se caractérise par une multiplication rapide. Les bactéries sont placées dans un milieu de culture en présence de plasmides recombinés. Les bactéries cultivées intègrent le plasmide recombiné et se multiplient en donnant des bactéries transformées. Le transfert direct, donc ça, transfert indirect, maintenant un transfert direct, cette technique fait intervenir soit une projection d'ADN dans les cellules hôtes, la plante, par exemple la plante ou n'importe quoi, par l'utilisation d'un canon à particules qui projette dans les cellules des microparticules enrobées d'ADN ou par injection microscopique, soit l'introduction d'ADN dans des protoplastes par action d'un agent chimique ou d'un champ électrique, électroporation. Donc, vous voyez ici, on a le plasmide dont on enlève la partie pathogène et on met le gène d'intérêt. Donc, on enlève le gène pathogène et on met le gène d'intérêt. On a ici le plasmide modifié, soit en utilisant des techniques directes, voilà un canon pour faire pénétrer des balles enrobées d'ADN dans des cellules pour obtenir des cellules qui sont modifiées, bien sûr. Décrire brièvement les techniques utilisées. Donc l'introduction du gène dans la bactérie, le plasmide est le vecteur le plus souvent utilisé et est ouvert grâce à une enzyme de restriction bien choisie. L'insertion du gène à transférer dans le vecteur se fait grâce à une autre enzyme appelée la ligase, colle moléculaire. Le résultat de cette étape est l'obtention des molécules d'ADN recombinées. Ces molécules d'ADN recombinées, plasmides recombinés, sont placées dans un milieu de culture en présence des bactéries, enfin cellules hôtes, dont certaines bactéries intègrent le plasmide recombiné et se multiplient en donnant des bactéries transformées. Les outils utilisés: un vecteur qui peut être naturel, plasmide ou l'ARN viral, ou artificiel, canon à particules, ou des méthodes physico-chimiques. Une enzyme de restriction pour couper l'ADN du plasmide, une enzyme de collage, la ligase, pour coller l'ADN d'intérêt dans le plasmide. Troisième étape, comment repérer les colibacilles transformées. Parmi les colibacilles cultivées en présence du plasmide recombiné, certaines intègrent ce plasmide alors que d'autres ne l'intègrent pas. Pour distinguer ces deux
type de bactérie, on associe avec le gène greffé auparavant un deuxième gène qui permet la résistance à un antibiotique tel que la streptomycine. Les colibacilles souches sauvages naturelles sont sensibles à la streptomycine et ne se développent pas en sa présence. Les documents ci-dessous présentent les techniques utilisées pour repérer les colibacilles génétiquement modifiés ayant intégré le plasmide porteur des gènes d'intérêt. On a ce qu'on appelle la méthode la sélection et la deuxième le criblage. Pour la sélection ou le repérage des cellules transformées se fait plus souvent en utilisant un marqueur, qui est généralement un gène de résistance à un antibiotique inséré avec le gène d'intérêt. En ajoutant l'antibiotique au milieu de culture, on retrouvera deux types de bactéries. Des bactéries tuées, sensibles à l'antibiotique, donc non transformées, et les bactéries vivantes, donnant des colonies de bactéries et qui sont résistantes à l'antibiotique, sont donc les bactéries ayant introduit le plasmide recombiné. On peut alors sélectionner les bactéries transformées ayant incorporé le gène clone grâce à la résistance à l'antibiotique. La deuxième méthode, c'est le criblage. Donc, on peut détecter l'ADN au niveau de la bactérie à l'aide des sondes radioactives. Ce sont des nucléotides radioactifs complémentaires aux nucléotides du gène. Puis, on va suivre la localisation par autoradiographie selon les étapes suivantes. On réplique les colonies bactériennes dans un milieu en utilisant des anticorps spécifiques à la protéine recherchée ou des sondes radioactives. Vous voyez? Donc ça, ce sont les méthodes à suivre pour obtenir les bactéries ayant intégré le gène d'intérêt. On transfère les bactéries sur une membrane de nylon ou de nitrocellulose en déposant tout simplement la membrane sur la boîte de pétri. On fait chauffer puis tremper la membrane dans une solution contenant des sondes radioactives. On diminue la température, les sondes, ça c'est pour dénaturer, bien sûr, dénaturer l'ADN. On diminue la température, les sondes pourront se fixer, donc il va y avoir reformation de la molécule d'ADN à deux brins. Donc les sondes pourront se fixer à la partie de l'ADN ayant une séquence complémentaire. C'est ce qu'on appelle hybridation. Un rinçage permet de retirer les sondes qui ne seront pas hybridées. Comme les sondes contiennent des atomes radioactifs, on peut procéder à une autoradiographie, c'est-à-dire que l'on dépose la membrane sur un film radiographique pendant quelques jours dans le congélateur, puis on développe le film. Les atomes radioactifs, radiographiques réagissent avec le film, ce qui permettra d'identifier les colonies contenant le gène recherché. Ainsi, on peut sélectionner seulement les bactéries ayant intégré le plasmide, puisqu'ils seront les seuls à fixer la sonde, puisqu'ils seront les seuls à être radioactifs. Quatrième étape. Comment faire exprimer le gène greffé? Les bactéries transformées sont placées dans des fermentateurs ou des fermenteurs où règnent des conditions optimales pour leur multiplication. Les bactéries transgéniques se multiplient par bipartition, bien sûr. E. coli, c'est-à-dire Escherichia coli, se divise en deux toutes les 20 minutes. Cette multiplication assure le clonage des bactéries ainsi que des plasmides recombinés qui portent le gène greffé et en plus la synthèse de la protéine demandée. Ceci favorise l'expression des gènes d'intérêt greffé. Le vecteur recombiné permet à la cellule hôte d'exprimer le gène et aussi de transmettre cette propriété à sa nombreuse descendance. Une remarque, le gène inséré dans le plasmide ne peut s'exprimer chez la cellule hôte que s'il est accompagné par certains signaux indispensables à son expression. Ces signaux sont des séquences d'ADN dites séquences régulatrices. Une séquence appelée promoteur doit précéder le gène inséré. Une séquence de fin de copie, c'est-à-dire de l'ARN, doit lui faire ensuite. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un gène promoteur et un gène de terminaison. Cette expression n'est possible que si le gène est précédé d'un site promoteur et suivi d'un autre site qui indique la terminaison de la transcription. Le document ci-contre montre schématiquement l'ensemble de ces signaux ainsi que le gène de structure responsable de la synthèse de la protéine recherchée. Donc, on a ici le gène responsable de la protéine recherchée. Là, on a
les gènes régulateurs ou promoteurs. Et là, on a ici le signal de fin, c'est-à-dire la fin de la fin de la transcription, donc gène de terminaison. Et dernière étape, 5. Comment extraire la protéine synthétisée des bactéries. Les colobacilles ne sont pas des cellules sécrétrices comme les cellules pancréatiques ou hypophysaires. Pour récolter donc la protéine synthétisée, on utilise des techniques d'extraction. L'extraction de la protéine synthétisée par les bactéries transgéniques se fait par deux procédés, soit en soumettant les cellules à un choc osmotique. Dans un premier temps, la plasmolyse des cellules permet le rejet de la substance recherchée en dehors du cytoplasme, entre la membrane cytoplasmique et la coque bactérienne. Voilà, donc la protéine, la voilà, donc on l'a fait extraire en dehors du cytoplasme, donc entre la cellule et sa coque extérieure. Dans un deuxième temps, la turgescence des cellules permet d'expulser la substance recherchée à l'extérieur de la cellule, document 1b. Voilà donc, les éléments sont rejetés à l'extérieur. Soit par la lyse des cellules transgéniques. On fait exploser la cellule cible et on fait isoler la protéine recherchée des débris cellulaires et la purifier. Le document 1 ci-dessous montre que l'une des techniques utilisées par l'extraction. Donc celle-ci, c'est l'une des techniques utilisées pour l'extraction de l'hormone de croissance. Troisième problème, grâce à cette technique, l'homme peut ainsi modifier génétiquement certains animaux et végétaux afin qu'ils soient plus productifs, plus résistants aux maladies et aux parasites insectes. De plus, en modifiant certains êtres vivants, on peut leur faire produire des protéines nécessaires à la médecine, à la synthèse des médicaments par exemple. Grâce à ces travaux, il a été possible de travailler sur des transferts de caractères beaucoup plus précis en agissant directement sur les gènes. Donc, comme question, quels sont les domaines d'application et quels sont les avantages et inconvénients? Si on commence par les domaines d'application. Dans les domaines d'application, les documents suivants présentent des exemples d'application des techniques de génie génétique. Donc vous voyez ici, les chercheurs ont bien modifié des êtres vivants pour certains intérêts. Par exemple, la levure de bière, Saccharomyces cerevisiae, a été utilisée grâce à l'introduction de gènes étrangers pour la production de protéines déterminées par ces gènes et en particulier la synthèse de protéines de surface des virus de l'hépatite B, qui est une maladie grave du foie. Ces protéines sont utilisées par la suite pour produire des vaccins. Donc on a utilisé cette levure de bière pour produire des vaccins utiles pour l'homme concernant la maladie de l'hépatite B. 1986. Des chercheurs américains ont transformé des cellules de levure toujours en leur introduisant 3 gènes étrangers, leur permettant d'utiliser du lactose. La souche ainsi obtenue est devenue capable de produire de l'alcool à partir du lactose, alors que la souche sauvage naturelle ne produit pas de l'alcool qu'à partir du sucre simple, glucose et fructose. Cette souche transgénique pourrait être utile dans l'utilisation de petits laits, qui est un produit polluant rejeté par les laitiers et qui est riche en lactose. Une équipe de chercheurs belges a fait introduire dans le génome d'une plante, le génome de plantes de tomates, de tabac ou de pommes de terre, le gène de résistance à un herbicide appelé BASTA. Les plantes OGM ainsi obtenues seront résistantes à un traitement 10 fois plus concentré que la teneur utilisée en traitement agricole. Ces plantes synthétisent une enzyme qui dégrade l'herbicide. L'organisme normal, l'hypophyse, sécrète l'hormone de croissance. Chez certaines personnes, cette production est insuffisante ou absente, ce qui provoque un arrêt de la croissance. Ils sont bien sûr nains, des personnes naines. Pour remédier au nanisme, on traite les jeunes atteints d'insuffisance d'hormones de croissance par des injections régulières d'hormones extraites d'hypophyse ou des cadavres humains. Alors, grâce au génie génétique, on a pu produire l'hormone croissance, comme on a vu tout à l'heure, et on peut l'injecter à ces malades. Une protéine vaccinante de l'hépatite B toujours. Là aussi, on parle de thérapie génique. C'est-à-dire que on a pu corriger un déficit immunitaire sévère
comme chez une fillette de 4 ans qui doit être isolée dans une enceinte stérile, c'est-à-dire elle doit vivre dans une bulle pour éviter des infections microbiennes qui peuvent être mortelles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pour éviter des infections microbiennes qui peuvent être mortelles. Ce déficit immunitaire est lié à la capacité de produire des enzymes telles l'adénosine désaminase, ADA. Cette enzyme est normalement codée par un gène qui est absent ou modifié chez cette malade. En 1990, on a cultivé des lymphocytes, cellules de défense de l'organisme, prélevées chez la fillette malade. On a introduit ensuite le gène normal dans les lymphocytes en culture qui sont par la suite injectés ou réinjectés à la malade. Cette opération appelée thérapie génique a permis de corriger le déficit enzymatique et d'améliorer les défenses immunitaires de la personne malade. Donc, comme question, d'après une lecture approfondie de ces documents, déterminer le domaine d'application du génie génétique et imaginer des manipulations génétiques permettant de faire produire des substances utiles par des micro-organismes ou d'améliorer des plantes des animaux. Donc, d'après ces documents, on peut dire que les domaines d'application peuvent être soit des domaines médicaux et pharmaceutiques, production d'animaux, production de plantes, la thérapie génique. Donc, médical et pharmaceutique. Donc, la façon de produire cette substance, vous voyez ici, on a des plasmides qu'on va bien sûr enlever le gène pathogène et qu'on remplace avec un gène voulu. Dans les bactéries, on les met dans des milieux nutritifs pour qu'ils se multiplient, etc. Et vont bien sûr donner les protéines demandées, la chaîne A et la chaîne B. Et grâce à des méthodes, bien sûr, on peut associer les chaînes A avec les chaînes B pour produire ce qu'on appelle l'insuline. Pour production d'animaux, par exemple. Production d'animaux, voyez ici, on a des animaux, des souris femelles et des souris mâles. Donc on a fait on a prélevé un gène de l'hormone de croissance chez de l'homme par exemple, on l'injecte dans les noyaux des deux souris mâles et femelles et la fusion des gamètes va donner un œuf, cet œuf va donner un zygote et le zygote va donner bien sûr des individus qui sont plus grands que les souris normales. Production de plantes. Par exemple, on prend ici la bactérie. Donc la bactérie avec son plasmide qu'on prend ici, on enlève la partie pathogène, on prend une cellule ou le gène d'intérêt qu'on veut, le voilà, on le coupe grâce aux enzymes de restriction et qu'on colle au niveau du plasmide et qu'on place dans une bactérie. Cette bactérie va être cultivée pour donner plusieurs bactéries et on va bien sûr mettre avec des cellules végétales et ces cellules végétales vont introduire le gène modifié, donc soit par cette méthode-là ou par cette méthode-là, c'est-à-dire par des canaux, et on va avoir des plantes modifiées. Pour la thérapie génique, voilà un cas. Donc, un individu qui est atteint d'une maladie, on prend bien sûr ces cellules, par exemple les lymphocytes T, on ajoute l'ADN ou le gène modifié d'une personne saine qu'on met dans un virus non pathogène, c'est-à-dire on enlève les gènes pathogènes, et ce virus va être injecté dans la cellule de lymphocyte. Le lymphocyte qu'on a ici est modifié génétiquement, va donner des cellules par multiplication et permettre bien sûr la synthèse de l'enzyme nécessaire à la santé de cet individu-là. Vous n'avez qu'à lire les textes pour comprendre quels sont les domaines d'application du génie génétique.
Les avantages. Les avantages. Dans le domaine agricole, dans le secteur pharmaceutique et médical, dans le domaine environnemental. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour lire tout doucement ce texte et comprendre quels sont les avantages du génie génétique. Certains scientifiques mettent en garde contre les risques possibles de l'utilisation des OGM, notamment en agriculture, en vous appuyant sur l'exemple des plantes transgéniques résistantes aux insectes et aux pesticides. Cherchez en quoi consistent les risques de la culture de ces plantes. Donc les inconvénients, tout à l'heure on a vu les avantages, maintenant il y a ici les inconvénients. Bien sûr, il y en a certains inconvénients concernant la biodiversité, des risques de consommation sur l'homme, sur l'environnement, et bien sûr des risques des risques éthiques. Conclusion. Génie génétique est une discipline scientifique qui permet aux scientifiques de modifier les gènes des organismes pour créer des produits utiles et des caractéristiques souhaitées. Bien que le génie génétique puisse entraîner des effets négatifs, les scientifiques travaillent à développer des techniques plus avancées pour le rendre plus sûr et plus efficace et l'améliorer pour se développer de nouvelles applications. Le génie génétique est une discipline scientifique qui a le potentiel de changer le monde et de nous aider à résoudre des problèmes de santé agroalimentaires et environnementaux, bien qu'il est également source de controverses et de débats car il soulève des questions éthiques et sociales importantes. Passons aux exercices. Donc vous avez ici quelques exercices. 1. Sort de QCM. Le deuxième exercice, c'est pour comprendre l'utilité des génies génétiques chez les plantes. On vous demande lequel des énoncés suivants n'est pas un organisme génétiquement modifié. Donc c'est à vous de choisir parmi ces 4 cas quel est l'organisme qui n'est pas génétiquement modifié. Par contre, dans le troisième exercice, c'est-à-dire comprendre le concept des génies génétiques, on vous demande lequel des éléments suivants pourrait être un exemple d'organisme modifié par génie génétique. Donc prenez votre temps, réfléchir un peu, arrêtez la vidéo et on continue après. Donc comme réponse au premier exercice. Pour le deuxième exercice, quel est l'organisme qui n'est pas génétiquement modifié? Troisième exercice. Le riz doré est produit en insérant le gène de production de la vitamine A des carottes dans le génome du riz commun. Le riz commun, il est blanc. Par contre, le riz doré, il est plus ou moins orange. Cette coloration provient de la production, du gène de production de la vitamine A qu'on a prélevé des carottes. Allez, à la prochaine vidéo concernant la transmission de l'information génétique par la production sexuée, c'est-à-dire la troisième unité.